réponse immunitaire acquise. Qui est un... Premier, on va parler de l'immunité acquise, qui est notre troisième ligne de défense. Celle-là implique une mémoire immunitaire et va être spécifique. Pour débuter, juste faire un petit rappel pour distinguer les cellules et composantes du système immunitaire inné des composantes et cellules de l'immunité acquise. Donc, ce que l'on voit à gauche, ce sont les cellules principalement utiles lors de la réponse immunitaire innée. Donc, rappelons-nous, l'immunité innée, les cellules qui travaillent de ce côté-là, vont ne pas être spécifiques. Donc, par exemple, un macrophage pourrait très bien, un beau matin, manger un virus de la grippe, le lendemain, manger une bactérie, le surlendemain, manger un bout de pollen que vous auriez inhalé. Donc, peu importe, il n'est pas spécifique. Lui, sa job, c'est de manger et il va manger ce qu'il trouve. Donc, macrophages font ce boulot-là. Cellules dendritiques aussi. Cellules dendritiques sont des cellules qui vont phagocyter et qui vont présenter des antigènes aux cellules spécifiques, donc particulièrement aux cellules TCD4 qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il y a des cellules qui font partie de la réponse immunitaire innée, mais beaucoup de ces cellules-là vont quand même avoir des interactions avec les cellules spécifiques qu'on va voir dans le cours aujourd'hui. Donc, macrophages, cellules dendritiques. L'autre que je cherche, les neutrophiles, sont toutes des cellules phagocytaires. Les natural killers sont des cellules qui, elles, vont avoir une activité cytotoxique, donc elles vont s'en prendre à des cellules, par exemple, qui seraient infectées par un virus ou par des cellules tumorales. Donc, elles sont quand même très, très, très importantes, mais elles ne sont pas spécifiques. Basophiles, mastocytes vont être beaucoup impliqués dans la réponse inflammatoire. Les mastocytes, juste pour faire un petit rappel, sont des cellules qui ont plein de granules. On les voit, les petits granules ici. On a le noyau au centre. Ces granules-là sont remplis d'histamine. Donc, quand le mastocyte s'active, il libère de l'histamine. L'histamine provoque de l'inflammation. Souvent, ce qu'on voit beaucoup là, dans les pays plus occidentaux, c'est une réaction allergique. Beaucoup de gens qui ont des allergies, ça dépend entre autres des mastocytes et des basophiles, donc de la création d'inflammation, disons de façon un petit peu superflue, contre des molécules étrangères qui ne sont pas normalement dangereuses. Il n'y a personne ici qui devrait mourir d'une attaque au pollen ou d'un morceau de cacahuète. Mais il y en a malheureusement des personnes qui vont décéder d'allergies, de réactions allergiques graves, entre autres dues à ces cellules-là. Maintenant, si je vais dans les cellules qui nous intéressent pour aujourd'hui, les deux principaux groupes de cellules que l'on va voir, ce sont les lymphocytes B. Les lymphocytes B, c'est des cellules qui produisent des anticorps. Dès qu'on pense lymphocytes B, il faut penser anticorps. Ce sont les seules cellules dans notre corps qui ont la capacité de produire des anticorps. Puis des anticorps, on va voir qu'il y en a différents types. Ces anticorps-là ont plusieurs rôles aussi. Les lymphocytes T, il y en a deux sur l'image. Donc les lymphocytes T CD4, qu'on appelle les T-helpers, ou cellules T auxiliaires. Ces cellules-là ont un rôle à jouer pour stimuler le reste du système immunitaire. On peut en glisser un mot tout de suite. Ces cellules-là sont une des principales cibles du VIH. Donc, le VIH s'attaque à ces cellules-là. Donc, si on s'imagine que la cellule TCD4, son rôle, c'est d'activer toutes les autres cellules du système immunitaire, eh bien, si le VIH s'attaque et détruit cette cellule-là, on élimine l'activation de toutes les cellules. Donc, quand le virus du VIH attaque ces cellules-là et qu'il atteint sévèrement le patient a maintenant le sida, pour syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, souvent, les personnes qui vont décéder du VIH ne meurent pas de l'infection du virus lui-même, mais de surinfection. Donc, une surinfection bactérienne, surinfection par des mycètes, même certaines cellules tumorales qui vont profiter de l'absence de système immunitaire pour se développer plus rapidement et causer malheureusement le décès de ces personnes-là. Donc, ça, c'est les cellules TCD4. Cellules T CD8, ce sont des cellules T cytotoxiques, donc un petit peu le même rôle que les NK, Natural Killers, sauf que celles-ci vont s'attaquer de façon spécifique. Donc, par exemple, la NK pourrait attaquer des cellules tumorales, pourrait attaquer des cellules qui sont infectées par des virus, mais n'importe lesquels de ces virus, des virus qu'on connaît. Tandis que la cellule T CD8, si c'est une cellule T CD8 spécifique pour la grippe,
ben, elle va attaquer seulement les cellules infectées par le virus de la grippe. Et si une personne est infectée par un virus du rhume ou par un coronavirus, par exemple, ben, une cellule T CD8 spécifique pour la grippe n'aura pas de rôle à jouer dans ce cas-ci. Donc, quand on parle de spécificité, c'est en ce sens-là. Donc, allons voir les deux types d'immunité acquises. Il y a ce qu'on appelle l'immunité humorale qui fait appel aux anticorps et aux lymphocytes B. Quand on dit humorale, ça veut dire que ce sont des anticorps qui sont libérés et qui se dispersent dans le corps à travers le sang, pour être plus précis, dans le sérum. Donc, on parle d'immunité humorale. Tandis que l'immunité cellulaire, ben là, on fait appel aux cellules T, CD4 et CD8. Et j'ai oublié d'en nommer une tout à l'heure, une cellule T, ce qu'on appelle les cellules T régulatrices. Les cellules T régulatrices, on fait appel à ces cellules-là une fois que la réponse immunitaire est terminée et qu'on veut calmer le jeu. On ne veut pas qu'une réponse immunitaire demeure active indéfiniment. Donc, quand les micro-organismes ont été éliminés, que ce soit un virus ou une bactérie, ou peu importe, les cellules T régulatrices vont calmer le jeu. Elles ont un rôle important à jouer parce que si on perd le contrôle d'une réaction immunitaire, on peut avoir des maladies auto-immunes, on peut avoir des réactions, par exemple, trop importantes à une infection. Comme on le voit un petit peu justement pour le coronavirus, souvent c'est une perte de contrôle de la réponse immunitaire au niveau pulmonaire qui entraîne les complications. Donc, ce n'est pas nécessairement le virus lui-même, mais c'est la réponse immunitaire trop forte qui cause des problèmes majeurs aux patients. Donc, il faut que les cellules T régulatrices fassent bien leur travail, elles aussi. Je commence avec les distinctions entre les 4 types d'immunité adaptative. Donc, on va les classer en 4 catégories. Donc, il y a l'immunité adaptative que l'on acquiert naturellement et de façon active. Bien, ça, c'est celle que vous vivez quelques fois par année, malheureusement. Donc, quand on tombe malade, je me fais infecter par une bactérie, par un virus, mes cellules vont développer une réponse immunitaire. Donc, mes cellules B vont faire des anticorps, mes cellules T vont s'activer. Donc, c'est naturel. J'ai été infecté, aussi plate que ça puisse être. Mais c'est actif parce que ce sont mes cellules qui le font. Donc, naturel actif, vous êtes infecté et vous répondez. Puis on s'entend que dans 95% des cas, on s'en remet. S'il fallait qu'on décède à la première petite infection qu'on a, il n'y aurait personne qui serait présent ici pour en discuter. Donc, on a un système immunitaire, il fait son travail, mais des fois, ça prend un petit peu de temps, peut-être quelques jours, quelques semaines pour éliminer les micro-organismes. Quand on parle maintenant de naturel passive, bien ça s'est passé quand nous étions tous et toutes dans le ventre de notre mère. Ou si, pour mes étudiantes, si jamais vous êtes enceinte, bien, vous pourrez le vivre et c'est vous qui allez procurer des anticorps à vos enfants. Donc, on parle de naturel, c'est clair. Quand moi, j'étais dans le ventre de ma mère, elle m'a transmis des anticorps. Mais elle m'a transmis des anticorps qu'elle a produits. Donc, ma mère a été infectée par des micro-organismes. Elle a produit des anticorps contre ces micro-organismes-là et elle me les transmet par le placenta quand je suis rendu à un stade fœtal un petit peu plus avancé. Là, on parle d'environ peut-être 3-4 mois. Donc, elle me transmet ces anticorps-là. Et moi, quand je vais naître, bien, ça va être mes premières armes pour me défendre contre les micro-organismes. Parce que quand on naît, on n'a jamais été en contact avec des micro-organismes, donc notre système immunitaire est pratiquement inexistant. Donc, ce que l'on retire de notre mère, au-delà de l'amour et de l'affection, bien, ça va être des anticorps qui vont nous protéger. Et ce qui est logique, c'est que notre mère va avoir produit des anticorps contre les micro-organismes de son environnement et nous, on va évoluer, on va grandir dans cet environnement-là. Donc, il y a des chances qu'on soit infecté par les mêmes micro-organismes. Donc, si un micro-organisme qui a infecté ma mère 3 mois avant ma naissance est encore présent quand moi je nais, bien, ce micro-organisme-là, grâce aux anticorps de ma mère, je vais pouvoir le neutraliser et disons, passer à travers les premiers mois de ma vie là, sans être trop affecté. Donc ça, c'est naturel, passif. Pendant la grossesse, je vais compléter, on va voir qu'il y a plusieurs types d'anticorps, mais pendant la grossesse, ce sont des anticorps de type IgG qui sont transmis de la mère au fœtus via le placenta. Mais si l'enfant a la chance d'être allaité, puis là, quand je dis la chance, parce que oui, OK, le lait en formule, c'est bien, il y a tous les éléments nutritifs, tout est balancé, les vitamines, minéraux, etc. Tout est merveilleux, mais il y a une chose que le lait maternisé ne nous donnera jamais, c'est justement des anticorps. Donc, notre mère, lorsqu'elle
en tout cas, ou votre mère, ou peu importe si vous-même, vous êtes une femme qui allaitait votre enfant. Donc, par le lait maternel, on va avoir un autre type d'anticorps qui va être transmis. On appelle ça les IgA. J'en parlerai dans quelques instants tout à l'heure. Donc, naturel, passif, c'est notre maman qui nous transmet des anticorps. Donc, on voit dans le graphique ici, après la naissance, toute évidence, les anticorps que l'on reçoit de notre maman vont commencer à chuter, mais les anticorps que le bébé va commencer lui-même à produire vont augmenter et ça va continuer là, pour pratiquement toute notre vie. Artificiel, actif maintenant, bien ça c'est la vaccination. On dit artificiel parce que on mime une infection. Donc, on va vous injecter des virus ou des bactéries atténuées, des virus ou des bactéries qui sont mortes, des anatoxines, donc une fausse toxine, par exemple, toxine du tétanos, mais qui ne serait pas la vraie. Ça serait un peu poche de s'injecter ou de se faire injecter la vraie toxine du tétanos. C'est pas ça l'objectif. Donc, c'est artificiel, mais c'est actif. Pourquoi c'est actif? C'est parce que c'est votre corps, c'est votre système immunitaire qui va répondre à ces antigènes-là, donc à ces molécules étrangères-là. On va développer une réponse immunitaire et lorsque le vrai micro-organisme va nous infecter, donc si un micro-organisme qui arrive de façon naturelle, ben, notre corps ayant déjà été préparé à cette attaque-là d'un micro-organisme, ben, on va répondre beaucoup plus rapidement. Okay? C'est ça le but dans le fond de la vaccination, okay? C'est de préparer notre corps à une vraie infection. Okay? Parce que dans la réponse adaptative ou acquise, on développe une mémoire. Donc, si moi j'ai reçu un vaccin, par exemple, contre l'hépatite B, ben, mauvais exemple. Okay? Si je reçois un vaccin contre la varicelle, ben, si le vrai virus vient m'infecter, okay, je vais répondre plus rapidement. Tandis que si je n'ai pas eu de vaccin, ben, je vais avoir la varicelle, fait que je vais avoir les symptômes, la fièvre, les petits boutons, etc. Et ça va peut-être durer une semaine ou deux. Tandis que si j'ai déjà reçu le vaccin, et que je me fais infecter par un enfant, un ami ou quoi que ce soit, ben, quand le virus entre en moi, mon corps ayant déjà été préparé par le vaccin, il va répondre plus rapidement et va neutraliser le virus en peut-être une journée ou deux. Donc, je n'aurai pas les symptômes, je n'aurai pas la fièvre, je n'aurai pas les boutons, puis peut-être que je n'aurai jamais su que j'ai été infecté par le virus de la varicelle, ce qui est une bonne chose. Artificiel passif maintenant. Okay. Dans ce cas-ci, c'est lorsqu'on a déjà été infecté. Okay? Donc, vous avez été infecté par l'hépatite, vous avez été infecté par la rage, c'est l'exemple que l'on voit ici. Puis plus récemment, on a vu aussi que certaines compagnies essaient de développer des anticorps anti-coronavirus, donc pour lutter contre la COVID-19. Donc, ce sont des anticorps qui ont été produits ou bien chez un autre humain, ou bien dans un animal, ou bien comme dans l'étude sur le coronavirus, dans des feuilles de tabac, où ils ont été produits in vitro par des bactéries ou des levures modifiées génétiquement, peu importe, ce sont des anticorps qui ont été produits contre un antigène donné. Donc, l'exemple que l'on voit là, sur la boîte, donc ce sont des anticorps contre la rage. Donc, si vous avez, par exemple, été mordu par un chien, ou si vous allez, comme certains groupes d'étudiants en soins infirmiers qui vont en stage au Pérou, vous allez caresser, prendre un petit singe dans vos bras, il vous graffigne, il vous mord, donc vous avez potentiellement la rage. Donc, pour vous aider à lutter, okay, on vous administre des anticorps qui, eux, vont aller bloquer sur le champ le virus, donc dans ce cas-ci, le virus de la rage, pour donner une chance à votre système immunitaire de, lui, développer sa propre réponse et de répondre plus tard. Donc ça, c'est artificiel passif. Pourquoi c'est passif? C'est pas vous qui faites les anticorps, on vous les donne. Ils ont été fabriqués ailleurs. Maintenant, immunité humorale. Donc, on voit la protéine qui tourne, c'est un anticorps. Les anticorps, ce sont des protéines. Il ne faut pas mélanger. Okay? Dans le système immunitaire, il y a des cellules, puis il y a des protéines. On avait vu dans le chapitre sur la réponse innée, qu'il y avait des protéines, par exemple, du complément, il y avait des cytokines, des interférons. Bien, les anticorps, ce ne sont pas des cellules. Ce sont des protéines qui sont produites par des cellules et pas n'importe lesquelles, par les lymphocytes B. Le lymphocyte B, sa job, c'est de faire des anticorps. Mais une fois qu'il a été activé, okay, quand il a entré en contact avec un antigène, il va s'activer et devenir deux choses. Il peut devenir un plasmocyte. Puis un plasmocyte, dans le fond, c'est une cellule B qui produit et qui libère de très grandes quantités d'anticorps dans le sang. Okay? Donc,
le plasmocyte répond à l'infection sur le champ, produit des anticorps. D'autres lymphocytes B, eux, vont devenir des lymphocytes B mémoire. Donc, on va garder l'information que l'on a reconnu un virus X. On va aller se placer en attente dans les ganglions, dans la rate. Et lorsque le même micro-organisme va nous réinfecter dans 6 mois, 1 an, 5 ans, bien, ces lymphocytes B mémoire-là vont se réactiver très rapidement. Okay? Parce que pour qu'un lymphocyte B soit activé, là, quand le lymphocyte B, on va dire, sort de la moelle osseuse, n'est pas activé, et qu'il rencontre un antigène pour la première fois, ça va lui prendre environ 1 semaine, ou même peut-être 2, à être fonctionnel. Donc, c'est pour ça, souvent, quand on se fait infecter, on a le temps d'avoir les symptômes et après, on commence à se sentir mieux parce que notre système immunitaire, ça lui prend du temps, qui est toujours un petit peu en retard par rapport à l'infection. Sauf lorsqu'on parle des lymphocytes mémoire. Donc, si je me fais infecter par un micro-organisme qui m'a déjà infecté par le passé, mes cellules B, ou mes lymphocytes T, là, mes cellules mémoire vont se réactiver très rapidement et vont pouvoir lutter plus efficacement et plus rapidement contre le micro-organisme. Bref. Donc, les lymphocytes B produisent des anticorps. Les rôles des anticorps, là, vous avez des belles petites lignes que vous aimeriez remplir, mais on va le voir sur des diapositives un petit peu plus loin, donc je vais garder le suspense jusque-là. Et les types d'anticorps, on en connaît 5. Il y a ce qu'on appelle, quand on parle d'IG, c'est pour immunoglobuline, okay, c'est un terme différent, mais on parle d'anticorps. Donc, il y a les IgA, les IgD, les IgE, les IgG et les IgM. On va voir chacun de ces types d'anticorps-là dans quelques instants. La plupart de ces anticorps-là ont des rôles spécifiques ou vont être retrouvés dans des endroits de votre corps différents. Donc, on va voir ça dans quelques instants. Les rôles des anticorps, il y en a plusieurs. Okay? On va se concentrer surtout sur ceux qui sont identifiés ici. Le premier, la neutralisation. Ce que ça veut dire, un virus entre dans votre corps, les anticorps vont aller se fixer dessus, donc vont se coller dessus, okay, par exemple sur un virus, et vont empêcher le virus d'entrer dans une cellule. Même principe, par exemple, si vous êtes vacciné contre la coqueluche, bien, la coqueluche, le problème, c'est une bactérie qui cause cette infection-là, et sur la bactérie, il y a plein de petits poils, okay, plein de petits fimbriers, et ces fimbriers-là vont servir à la bactérie pour aller s'accrocher sur vos cils respiratoires. Quand vous vous faites vacciner, c'est contre ces petits poils-là, contre ces petits fimbriers-là qu'on vous vaccine. Donc, vos anticorps vont être spécifiques à ces petits fimbriers-là, les petits crochets, les petits poils. Donc, quand la vraie bactérie vous infecte, l'anticorps que vous avez produit en réponse au vaccin va bloquer les petits poils de la bactérie et va empêcher la bactérie de s'accrocher sur vos cils respiratoires. Donc, vous n'aurez pas l'infection à ce moment-là. D'ailleurs, si je reviens 2 secondes sur l'immunité naturelle passive, ce que l'on fait au Québec depuis quelques années, c'est que l'on vaccine ou on revaccine les femmes enceintes contre la coqueluche. Donc, un enfant qui naît, okay, va recevoir les anticorps que sa mère a produits en fin de grossesse. Donc, la mère va donner ses anticorps à l'enfant et l'enfant sera protégé contre la coqueluche pendant les premières semaines de sa vie. Parce qu'un bébé, on ne peut pas lui donner un vaccin dès qu'il naît. Donc, si on doit attendre 4, 6, 8 mois avant qu'il reçoive le vaccin, bien à ce moment-là, l'enfant est vulnérable. Donc, si la maman lui a transmis des anticorps anti-coqueluche, bien, ça permet de le protéger pendant un certain temps et d'éviter qu'il ait la coqueluche. Parce que même si, par exemple, des parents sont en faveur de la vaccination, mais que l'enfant attrape la coqueluche avant d'atteindre l'âge où il peut recevoir ses vaccins, bien, c'est dommage, mais on ne peut pas faire grand-chose rendu là. Okay? Sauf espérer de toute évidence que l'enfant guérisse et s'en remette bien. Bref, neutralisation, on bloque quelque chose. L'agglutination, on le voit ici. Donc, vous allez voir l'anticorps qui ici a une forme particulière, c'est ce qu'on appelle un IgM. C'est comme 5 anticorps reliés les uns aux autres. Et dans ce cas-ci, chaque anticorps se fixe sur des cellules. Donc, ici, on a fixé plusieurs globules rouges, mais ça pourrait être plusieurs bactéries, peu importe. Donc, on regroupe des cellules, des bactéries, et ça favorise la phagocytose par la suite. La précipitation, vous allez trouver que ça ressemble beaucoup à l'agglutination, mais vous allez voir la différence, je vais l'expliquer simplement.
Agglutination, on se fixe, ou les anticorps se fixent sur de grosses choses, sur des cellules, sur des bactéries. Tandis que la précipitation, les anticorps vont se fixer sur des molécules qui sont solubles, donc des molécules qui sont très petites généralement. Donc ça pourrait être des toxines, ça pourrait être des petites molécules étrangères, des petites protéines, des choses comme ça. Donc quand ces anticorps-là font un lien avec toutes les molécules qui sont solubles, ça crée un précipité. Donc ce qui était soluble est maintenant solide et ça permet aux macrophages, aux neutrophiles de voir ça et de le phagocyter. Donc on veut éliminer. Donc, bref, quand on a des anticorps qui font de l'agglutination ou de la précipitation, ce que ça fait, c'est un regroupement d'anticorps et d'antigènes ou de molécules étrangères. Le phagocyte, macrophage, neutrophile, arrive et mange le tout. L'activation du complément, je rappelle que le complément, c'est une série de protéines présentes dans votre sang qui forment des trous dans les bactéries et ce complément-là va se former ou peut se former à partir d'anticorps qui sont fixés sur la bactérie, ce qu'on appelle la voie classique du complément. Donc, dans ce cas-ci, il y a les IgG et les IgM qui peuvent permettre d'activer le complément, donc de lutter contre les bactéries. Ensuite, on a l'opsonisation. L'opsonisation, ça va être ici. C'est quand des anticorps se fixent sur une bactérie et ça la rend plus appétissante pour les macrophages. Donc, vous avez une bactérie sur laquelle il y a des anticorps, les macrophages se promènent. Bien, s'il y a une bactérie avec des anticorps versus une bactérie avec rien dessus, le macrophage va aller manger la bactérie sur laquelle il y a des anticorps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Puis une autre, la lyse cellulaire, ce qu'on appelle l'ADCC pour Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity. J'ai sorti mon anglais du mieux que je le pouvais. Donc, c'est une cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. Donc, des anticorps qui se collent sur une cellule cible et ça entraîne une attaque par plusieurs procédés cellulaires de votre système immunitaire. Voilà. L'anticorps, on en parle depuis tantôt, mais l'anticorps a une cible. Chaque anticorps va toujours être spécifique pour un antigène donné. Donc, si vous regardez par exemple l'image qui est ici, donc on a l'antigène 1 avec un anticorps qui va reconnaître cette partie-là. Donc, tout ça, c'est l'antigène. La petite région qui est ici, c'est ce qu'on appelle un épitope. Mais là, on commence à être un petit peu plus précis. Et si on veut faire la même chose avec l'anticorps qui est ici, la région spécifique qui reconnaît l'épitope, on appelle ça le paratope. Mais stressons pas avec ça. Bref, un anticorps reconnaît un antigène. Regardez la forme de l'anticorps qui est ici, reconnaîtrait cet antigène-là. Tandis que l'anticorps qui est ici pourrait peut-être reconnaître celui qui est ici. Et un autre anticorps reconnaît l'antigène qui est là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque anticorps est toujours spécifique pour un antigène donné. Et chaque cellule B, chaque lymphocyte B, ne produit qu'un seul type de ces anticorps-là. Donc, l'anticorps qui est ici a été produit par une cellule B quelconque, puis ça a été une autre cellule B qui a produit celui-là, puis une autre cellule B qui a produit celui-là. Et une chose aussi qui est importante que j'ai oublié de mentionner, les lymphocytes B que nous produisons, on ne les produit pas en fonction de ce qui nous infecte. Regardez bien. Par exemple, on n'a pas produit un anticorps ou une cellule B, je devrais dire, en fonction de l'antigène qui serait rentré dans notre corps comme celui-là. Ce qui arrive, c'est qu'à chaque jour, vous produisez des milliers ou des centaines de milliers de cellules B différentes qui expriment toutes des anticorps différents. Quand un antigène ou un micro-organisme entre dans votre corps, on va tester les différentes cellules B. Donc, par exemple, je pourrais avoir la cellule B qui est ici. Est-ce qu'elle reconnaît l'antigène qui est là? Non, pas la bonne forme. Celle qui est ici? Non, c'est pas la bonne forme. Mais la cellule B qui reconnaîtrait l'antigène ici, elle sera activée et c'est elle qui va donner naissance à des cellules B mémoire et des plasmocytes. Donc, bref. Un antigène, c'est toute molécule qui peut être reconnue par le système immunitaire, ce qu'on appelle le non-soi. Puis, je vais faire une petite parenthèse. Malheureusement, parfois, notre système immunitaire peut reconnaître des protéines du soi et entraîner des maladies auto-immunes. Mais normalement, notre système immunitaire ne reconnaît que ce qui est étranger. Puis, souvent, notre système immunitaire va reconnaître plus efficacement les protéines étrangères, puis les gros polysaccharides, mais on va voir qu'il y a des molécules qui sont trop petites pour être reconnues. Je vais en parler dans quelques instants. Oui, puis ça c'est important aussi.
un même micro-organisme. Donc, par exemple, vous êtes infecté par le coronavirus. Okay? Vous avez la COVID-19. Donc, ça, c'est un virus. Mais sur le virus, il y a peut-être plusieurs antigènes différents. Donc, plusieurs molécules étrangères qui peuvent être reconnues par autant de lymphocytes B différents aussi. Donc, pour un seul micro-organisme qui nous infecte, c'est peut-être des dizaines, des centaines de cellules B qui vont être activées parce que sur le micro-organisme, il y a peut-être 100 antigènes différents. Et si j'ai une cellule B pour chacun de ces antigènes-là, je vais avoir 100 cellules B qui vont s'activer, qui vont se multiplier et provoquer une réponse beaucoup plus efficace. Ici, c'est un petit truc intéressant. Puis quand je dis petit truc, c'est sans faux jeu de mots, là, mais c'est littéralement une petite molécule, un aptène, qui est généralement trop petite pour être reconnue par notre système immunitaire. Okay? Donc, si on regarde ici, par exemple, dans l'image, ce qui est le plus reconnu, donc, ce sont les protéines étrangères, les gros sucres, okay? Les gros glucides qu'on retrouve sur des micro-organismes, sur des bactéries, entre autres, certains lipides, donc stéroïdes et lipides, donc ce sont deux lipides, mais les aptènes, généralement, c'est pas assez gros pour être reconnu. Okay? Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de réponse immunitaire contre un aptène. Mais les aptènes, des fois, leur problème, c'est qu'ils vont se coller sur d'autres molécules dans votre sang et la combinaison des deux, donc protéines de votre sang plus l'aptène, les deux vont devenir immunogènes. Et le meilleur exemple que l'on a de ça, c'est la pénicilline. La pénicilline, on la connaît comme étant un antibiotique. Il y a certaines personnes qui ont une allergie à la pénicilline. Puis pourtant, la pénicilline est un aptène. C'est une molécule qui est trop petite. Mais ce qui arrive, c'est qu'elle va se fixer sur des protéines dans votre sérum et la combinaison des deux va faire en sorte que votre système immunitaire va reconnaître le tout comme étant étranger. Okay? Petit exemple ici, ça c'est des photos de mon fils. Okay? Mon fils Jonathan, lorsqu'il était bébé, je ne pourrais pas me rappeler, là, je suis peut-être un père indigne, mais a eu une infection bactérienne et le médecin lui a prescrit un antibiotique de la famille des pénicillines. Une journée, peut-être deux, après le début de l'administration de l'antibiothérapie, on a commencé à remarquer des plaques rouges sur le visage de Joe. On a appelé le médecin qui nous a conseillé d'arrêter la prise de l'antibiotique, puis il nous en a prescrit un autre. Mais là, il y avait déjà au moins, on va dire peut-être 4 doses d'antibiotiques de pris. Okay, si ça faisait 2 jours. Donc, on a arrêté à ce stade-là, mais regardez, une journée plus tard, okay, l'étendue okay, et disons, l'apparence des plaques est beaucoup plus voyante. Donc, on avait arrêté. On était chanceux okay, que ce soit limité à des symptômes, on va dire, cutanés. On n'aurait pas voulu là, que ça provoque un choc anaphylactique et qu'il ait de la difficulté à respirer ou quoi que ce soit. Donc, on s'en est somme toute très bien tiré. Et sachez que Jonathan a été retesté, je crois qu'il avait 7 ou 8 ans pour la pénicilline. Donc, on est allé à l'hôpital et ils lui ont fait boire littéralement, je pense que c'était 15 cc de pénicilline. Fait que c'est des moments très angoissants parce que là, tu es 15 minutes dans une salle d'attente puis tu attends de voir ce que ton enfant... si ton enfant va réagir, puis il n'y a pas eu de réaction, tout a bien été. Puis j'ai oublié de le dire, mais on avait fait des tests cutanés aussi avant pour s'assurer qu'il n'ait pas de réaction trop grave à la pénicilline. Je pense que c'est un détail important qu'on a testé sa peau et après, il a bu de la pénicilline. Et somme toute, il va très bien. C'est sûr qu'on le mentionne quand même maintenant encore aux pharmaciens, aux médecins. Si jamais Jonathan a besoin d'antibiotiques, ils vont lui donner une autre alternative. Mais si on était mal pris, sachant qu'il n'est plus allergique, on pourrait peut-être réutiliser de la pénicilline là, en cas de dernier recours. Je reviens au type d'anticorps. Je vais aller peut-être un petit peu plus vite là-dessus. Premier anticorps, l'anticorps de type IgG, ça c'est celui qu'on retrouve le plus en termes de quantité dans votre sang. Okay? Il y a plein d'anticorps que vous avez accumulés à travers les années. L'anticorps IgG a la forme, disons, typique de Y. C'est l'anticorps que la maman transmet à son bébé via le placenta et cet anticorps-là est utile pour l'activation du complément. L'IgM, j'attire votre attention sur sa forme. Okay? On l'a vu dans la diapo tout à l'heure sur l'agglutination. Donc, dans le fond, c'est 5 anticorps qui sont reliés entre eux par différentes protéines. Cet anticorps-là, puis on appelle ça un pentamère là, quand il y a 5 anticorps comme ça, cet anticorps-là, on le retrouve beaucoup sur les lymphocytes B, on va dire naïfs. Okay? Donc, quand une cellule B est produite, elle va exprimer à sa surface
des anticorps. Les IgM vont faire partie de ça. Et l'IgM, lui aussi, peut activer le complément. IgA, je vais encore faire ma joke, c'est rien à voir avec l'épicerie, quoique on le retrouve beaucoup au niveau du système digestif. C'est un anticorps qu'on retrouve beaucoup dans les muqueuses, au niveau de la bouche, du tube digestif, de l'intestin. Donc, si ça peut vous aider à le retenir, ben, faites l'association avec l'épicerie au nom IgA, okay? Parce que l'anticorps, on le retrouve littéralement dans le tube digestif. Sa structure, encore une fois, l'IgA, lui, c'est un dimère. Et pour éviter d'être lui-même victime de digestion dans notre tube digestif, il y a différentes structures qui protègent l'anticorps de sa propre digestion. Okay? Donc, on ne voudrait pas, par exemple, par le lait maternel, un bébé boit le lait maternel et les anticorps IgA que la mère lui transmet sont eux-mêmes digérés super facilement. Donc, on veut qu'ils soient préservés un petit peu plus longtemps. Il y a par contre des bactéries qui, elles, sont capables de détruire et de digérer l'IgA pour éviter justement que l'IgA ne les bloque. Donc ici, on voit là, tout simplement comment un anticorps peut être produit, par exemple, et circuler au niveau du sang et être envoyé dans la lumière intestinale, donc pour aller bloquer ou neutraliser des bactéries avant que les bactéries ne nous infectent. L'IgE est particulier. Okay? L'IgE, normalement, on n'en produit pas beaucoup. Okay? Parce que c'est un anticorps qui est particulièrement utilisé contre les vers ou les parasites. Donc, dans les pays occidentaux, les pays industrialisés, l'eau est filtrée, la bouffe, on fait attention, il y a des tests qui sont effectués dessus. Notre environnement est pas mal aseptisé, donc il y a peu ou pas de chance, okay, ou c'est très rare que l'on ait des infections, par exemple, à des vers ou par des protozoaires. Donc, nos IgE sont très, très peu utilisés. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour se désennuyer? Bien, ils vont s'attaquer à des molécules un petit peu inoffensives. Ils vont s'attaquer à du pollen, ils vont s'attaquer à des protéines dans la salive de chat, ils vont s'attaquer à des arachides, ils vont s'attaquer à différents types de fruits, fruits de mer. Nommez toutes les allergies que vous connaissez, c'est de la faute des IgE. Okay? Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que l'anticorps va se fixer sur l'allergène. L'allergène, on va dire le pollen par exemple, donc se fixe sur l'IgE. Un mastocyte ou un basophile va reconnaître la structure de l'IgE, va le capter, va détecter qu'il y a un allergène au bout. La cellule ne sait pas que c'est un allergène. Okay? Elle pense que c'est un gros parasite et elle veut réagir. Donc, elle veut créer de l'inflammation pour attirer d'autres cellules immunitaires. Mais là, on crée de l'inflammation puis il n'y a rien à attaquer. Il n'y a pas de parasite, il n'y a pas de protozoaire, c'est juste des allergènes. Okay? Donc, les IgE, c'est un petit peu ça qui va se produire. Donc, on le voit ici, l'allergène arrive. Les anticorps IgE captent l'allergène et, en réponse à ça, le mastocyte ou le basophile va libérer de l'histamine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend des antihistaminiques quand on a des allergies. Entre autres, idéalement pour prévenir l'allergie, on le prend avant. Donc, par exemple, si vous savez que vous allez visiter un ami et que cet ami-là a des chats, ben moi, par exemple, je suis allergique, donc je vais prendre des antihistaminiques en prévision de ça. Maintenant, là, je vais garder ça très, très simple parce que les anticorps monoclonaux, c'est un concept qui peut être assez lourd, okay? Mais je veux quand même en parler pour qu'on comprenne leur utilité dans plein de domaines en santé. Dans votre corps, dans mon corps présentement, dans mon sang, il y a plein d'anticorps qui circulent, puis plein d'anticorps qui peuvent se fixer à n'importe quoi. Donc, des anticorps contre... j'ai déjà eu la varicelle, donc j'ai sûrement des anticorps anti-varicelle, anti-grippe, anti-rhume, anti-salive de chat, parce que ça a l'air que je suis allergique au chat. Donc, j'ai plein d'anticorps. Ces anticorps-là, on va dire que c'est des anticorps polyclonaux. Donc, mon sang peut s'attaquer à plein de choses. Mais quand on parle d'anticorps monoclonaux, c'est qu'on a pris une cellule en particulier, donc une cellule B en particulier, okay, et que cette cellule-là produit des anticorps d'intérêt. Si vous vous rappelez tout à l'heure, dans l'immunité artificielle passive, je parlais d'exemples d'anticorps contre la rage qui ont été produits ailleurs et qu'on utilise pour traiter des personnes qui auraient été soit mordues par un animal ou griffées ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'il y a là-dedans, ce sont des anticorps monoclonaux. Okay? Donc, ces anticorps-là, okay, on les produit souvent en laboratoire. Parfois, on va utiliser, comme vous voyez dans l'image, des souris. Donc, par exemple, si moi, je voulais créer des anticorps monoclonaux contre la rage, donc je prendrais des antigènes du virus de la rage, je les injecterais à ma souris. Ce qu'on va faire aussi,
OK, c'est prendre des cellules myélomateuses. Les cellules myélomateuses, c'est des cellules littéralement tumorales. Ce qui est particulier avec les cellules tumorales, c'est que paradoxalement, ce sont des cellules qui sont immortelles. Donc, si on les met en culture et qu'on les cultive, elles vont être immortelles. Et là, ce qu'on veut faire, regardez bien, je veux rester assez simple, c'est qu'on va prendre les cellules B de ma souris, à laquelle j'ai injecté là, des virus de la rage. Je vais prendre les lymphocytes B et je vais, avec un produit qui s'appelle le polyéthylène glycol, donc un produit chimique, on va l'appeler le PEG, PEG, je vais prendre mes lymphocytes B et je vais les fusionner avec les cellules myélomateuses. Et là, qu'est-ce que je vais obtenir de ça? Ce sont ce qu'on appelle des hybridomes. Donc, un hybride lymphocyte B et cellules myélomateuses. Ce que je veux, c'est avoir les caractéristiques importantes de la cellule B, donc production d'anticorps, et je veux l'immortalité, quand même fou quand on y pense, des cellules tumorales. Donc, si je combine les deux et que je fais de la sélection pour ces cellules-là, avec différents produits chimiques là, qui vont tuer les cellules tumorales, qui vont finir par faire mourir aussi les cellules B qui n'ont pas fusionné. Donc, tout ce que je vais garder, ce sont les cellules fusionnées et qui produisent les bons anticorps. Par la suite, je vais prendre ces anticorps-là, je vais les purifier et je vais pouvoir les utiliser de plein de façons différentes. Allons voir justement quels sont ces exemples-là. Si vous avez déjà vu des images comme celle-là, okay, des coupes tissulaires avec une apparence fluorescente, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que dans l'exemple ici, par exemple, on a des anticorps marqués avec un marqueur fluorescent vert, le FITC, et ces anticorps-là se sont fixés sur les microtubules qui font la division cellulaire. Okay? Donc, on les voit ici, l'arbre mitotique, même chose ici. Puis ce que vous voyez en rouge, c'est les chromosomes. Les chromosomes, dans ce cas-ci, eux, ont été marqués par des anticorps anti-ADN qui étaient eux-mêmes marqués là, avec sûrement c'était de la rhodamine probablement, donc un marqueur rouge. Donc, on peut faire plein de choses avec des anticorps monoclonaux. Détecter des maladies. Okay? Il y a des tests de dépistage. Les tests de grossesse. Okay? Juste vous montrer l'image suivante. Là. Ce que l'on voit ici, là. Okay? La ligne qui est là, qui fait le plus, okay? Pour vous dire qu'on est enceinte, ce sont des anticorps monoclonaux qui ont pour propriété de se fixer sur la HCG. Okay? Donc, une hormone qui commence à être produite lorsque la dame est enceinte. Donc, ces anticorps-là, on les a produits dans un animal, en laboratoire ou peu importe, et on les a fixés sur la petite bandelette ici. Donc, la dame va uriner sur la bandelette, le liquide va circuler ici, la ligne qui est là va apparaître en réponse à la présence d'urine sur la bandelette, donc c'est juste pour dire que l'urine s'est bel et bien rendue, mais si les anticorps qui sont présents ici captent l'antigène, donc la HCG, ce que ça va faire, c'est que ça va provoquer l'apparition d'un précipité ici et on va avoir un résultat positif pour la grossesse en souhaitant que c'est une bonne nouvelle. D'autres choses aussi pour les anticorps monoclonaux, c'est un peu le même principe que le test de grossesse, mais ces bandelettes-là sont utilisées pour faire du dépistage d'infection. Okay? Moi, j'ai déjà fait moi-même un test comme celui-là au cégep parce qu'on a ce kit-là. J'avais mal à la gorge, vraiment très très mal, et j'avais vraiment l'impression que c'était une infection bactérienne et pas un simple rhume ou une infection virale. Donc, j'ai fait le test moi-même. J'ai confirmé que c'était positif parce que dans le fond, dans la bandelette, il y a des anticorps anti-streptocoques. Donc, si j'avais des streptocoques dans la gorge, je les ai prélevés et ils ont migré sur cette bandelette-là. Je suis allé voir mon médecin de famille. J'ai dit, voici le test que j'ai fait. J'ai confirmé que j'avais un streptocoque et elle m'a prescrit un antibiotique. N'est-ce pas merveilleux? Je reviens ici okay, pour d'autres rôles des anticorps monoclonaux. Donc, j'ai parlé du test de grossesse, détecter les maladies. Le traitement de prophylaxie chez les femmes enceintes, le fameux Winro. Okay, ce qu'on injecte aux mamans pour éviter qu'elles n'attaquent leur bébé, surtout quand les parents ont un groupe sanguin différent. Donc, le Winro, ce sont des anticorps monoclonaux qui cachent, qui masquent les protéines retrouvées sur les globules rouges. Donc, par exemple, moi, je suis B+, ma conjointe est O négatif, donc nos groupes sanguins ne sont pas compatibles. Donc, si mes enfants expriment des protéines comme les miennes, donc sur le globule rouge, soit le B ou soit le rhésus, le facteur rhésus positif, il y aurait un danger que la maman les attaque. Okay? Donc, elle produit des anticorps anti-globules rouges
similaire à celui de papa, et elle pourrait attaquer l'enfant, elle pourrait provoquer des fausses couches, ça pourrait aussi provoquer des jaunisses. D'ailleurs, un de nos garçons a eu des jaunisses à sa naissance. Donc bref, quand on administre le Winrow à la maman, c'est pour limiter les dégâts qui pourraient être causés chez l'enfant par une attaque d'anticorps anti-rhésus chez l'enfant. Aussi, traiter le cancer. Donc, est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir des anticorps qui sont spécifiques à des protéines tumorales? On injecte ça au patient et sur l'anticorps, on a collé un petit médicament spécifique pour tuer la cellule tumorale. Donc, ça serait vraiment, au lieu de faire de la chimiothérapie qui affecte tout le corps, on injecterait des anticorps et ces anticorps-là iraient se fixer sur les bonnes cellules et livreraient le médicament contre le cancer directement sur les cellules impliquées. Voilà, puis ensuite, traitement de certaines maladies comme la grippe, comme on espère peut-être le faire contre la COVID aussi. Donc, il y a plusieurs options. Maintenant, l'immunité cellulaire. Donc, les lymphocytes T, CD4, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, ce sont des cellules T qui ont un rôle hyper important pour activer tout le reste du système immunitaire. Si elles ne sont pas là, notre système immunitaire tombe à plat, comme dans le cas des patients atteints de VIH, et ça pourrait être catastrophique. Donc, ce sont des cellules vraiment essentielles. On a ensuite les cellules T, CD8. Elles vont s'attaquer aux cellules infectées par des virus. Okay? Une cellule qui est infectée par un virus, ce qu'elle va faire, c'est exprimer à sa surface un petit bout de virus. La cellule T, CD8 va voir ça et elle va attaquer la cellule. Donc, c'est plate à dire, mais nos cellules T, CD8, comme par exemple, on pourrait le voir sur l'image ici, celle qui est en orange, donc c'est la cellule T, CD8, et ça ici, c'est une cellule qui a été infectée par un virus. À la surface de cette cellule-là, la cellule a présenté un bout du virus. Dans le fond, la cellule se sacrifie. Elle dit hey, « Regardez, je suis infecté par un virus ». La cellule T, CD8 arrive, reconnaît la protéine étrangère, la protéine virale, et ce qu'elle va faire pour remercier la cellule de lui avoir dit qu'elle était infectée, ben, elle va la tuer. Okay? Pourquoi? Parce qu'on préfère que cette cellule-là meure. De toute façon, c'est ce qui va arriver. Une cellule infectée par un virus, si ce n'est pas le virus qui la tue, ça va être la cellule T, CD8. Donc, on préfère que ce soit la cellule T, CD8 qui fasse le boulot, parce que si c'est le virus qui tue la cellule, ça veut dire que le virus a eu le temps de se multiplier et quand la cellule va mourir, ben, elle va libérer des centaines, voire des milliers de virus qui vont à leur tour aller infecter plein d'autres cellules. Donc, en tuant la cellule tout de suite, ça empêche la cellule de servir le virus en lui permettant de se reproduire. Les trois façons justement que la cellule TCD8 peut tuer une cellule cible, donc soit par contact direct, donc littéralement les deux cellules se rencontrent et la cellule TCD8 va envoyer un message à la cellule qui va se laisser mourir par la suite. Réception de cytokines, donc on envoie un message à distance. Donc supposons que j'ai mes deux cellules ici, au lieu d'entrer en contact direct, comme on l'a vu précédemment, donc la cellule TCD8 pourrait envoyer un message à la cellule qui est ici, elle reçoit le message et se laisse mourir. L'autre chose qu'on peut voir aussi, là c'est vraiment, dans les deux premiers cas, dans le fond c'est la cellule qui reçoit le message qui se laisse mourir, ce qu'on appelle l'apoptose, on va le voir dans 2 secondes. Mais quand une cellule TCD8 ou une NK approche de la cellule, elle peut aussi la bombarder. Okay? Littéralement, lui tirer des projectiles pour la tuer. 2 de ces projectiles-là, quand même intéressant de voir ça, c'est ce qu'on appelle la perforine et la granzyme. Okay? La perforine, juste son nom, ça ferait quoi? Ça perfore. Donc, on va faire un trou dans la cellule et les granzymes vont entrer par ces trous-là et aller détruire, dégrader l'ADN. Donc, littéralement, c'est une attaque en règle contre la cellule. Ici, on voit le phénomène d'apoptose et je vais vous faire la grâce d'apprendre tout ça par cœur. J'ai eu le plaisir d'apprendre ça en partie du moins à l'université, puis c'était assez atroce. Donc, ce que l'on voit ici, c'est la membrane cellulaire d'une cellule cible, avec différentes protéines à sa surface. Donc, la cellule T CD8 pourrait entrer en contact directement avec ces cellules-là, avec ces protéines-là, pardon, ou libérer des cytokines qui seraient captées par les protéines. Et là, toute la cascade qui est là amène le message de mort dans la cellule et la cellule tombe en apoptose. L'apoptose, c'est quoi? C'est une cellule qui, en réception à un message, se laisse mourir. C'est un phénomène important, c'est un phénomène qu'on voit
tout le temps dans notre corps. Okay? Juste pour vous dire, c'est pas toujours en réponse à une infection là, que nos cellules font de l'apoptose. Quand vous vous êtes développé dans le ventre de votre mère, vos doigts et vos orteils, là, ils étaient palmés. Okay? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tout ça ait disparu? C'est un phénomène d'apoptose. Donc, les cellules qui étaient ici, qui faisaient en sorte que mes doigts étaient palmés, ont été détruites par un phénomène d'apoptose. Il y a certains enfants chez qui ça ne fonctionne pas et ils vont naître effectivement avec les pieds ou les orteils palmés et à ce moment-là, on devra procéder à une petite chirurgie là, pour libérer les doigts. Importance de l'apoptose versus la nécrose. La nécrose, c'est une mort cellulaire qui n'est pas programmée, c'est une mort cellulaire qui est due à un événement extérieur, à une infection, à un manque de circulation sanguine, à un impact, à une blessure. Donc, nécrose, c'est pas un accident, mais quelque chose de non voulu qui se produit dans le corps et quand il y a une nécrose, ça entraîne une réponse inflammatoire importante. Okay? Donc, le système immunitaire veut s'en mêler pour aller éliminer les potentiels micro-organismes qui sont entrés dans la plaie, dans la blessure, éliminer les cellules mortes pour faire le ménage, etc. Mais l'apoptose, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite pour éliminer des cellules qui sont ou bien superflues, dangereuses ou infectées. Quand je parle de la sélection clonale, okay, on va le voir un petit peu avec l'image qui est là. Donc, quand une cellule B reconnaît un antigène, elle va s'activer. Certaines cellules vont devenir des cellules B mémoire et certaines vont devenir les plasmocytes. C'est un peu le même principe pour les cellules T. Okay? Les cellules T aussi vont être spécifiques à des antigènes donnés. Et quand une cellule T va s'activer, qu'elle soit une cellule T CD4 ou une cellule T CD8, les cellules T aussi vont produire des cellules T mémoire et il va y avoir des cellules T actives sur le champ. Okay? Donc, quand on parle de sélection clonale, c'est qu'on veut que seulement les cellules qui sont utiles, donc seulement celles qui reconnaissent un antigène, ce soit celles-là qui s'activent. Parce que des cellules B, comme j'ai dit, vous en produisez des centaines de milliers à tous les jours, cellules B et cellules T. Okay? Donc, s'il fallait que toutes ces cellules-là se multiplient en grande quantité, fassent des mémoires et des cellules activées, ben, on deviendrait des paquets de cellules ambulants, ça serait épouvantable. Donc, il y a seulement les cellules que l'on souhaite, les cellules qui reconnaissent un antigène, qui s'activent et qui prolifèrent. Okay? D'ailleurs, si vous vous demandez où ces cellules-là prolifèrent, c'est souvent dans les ganglions, dans la rate, au niveau du thymus pour les cellules T. Donc, parfois, quand vous êtes malade, vous allez comme avoir des douleurs, dire que vos ganglions sont enflés au niveau du cou, des fois on les sent aussi au niveau des aisselles. Bien, c'est normal. C'est parce que s'il y a des cellules qui reconnaissent des antigènes, elles vont avoir à procéder à la sélection clonale, donc elles vont se multiplier et elles vont, à ce moment-là, prendre plus de place parce qu'une cellule qui va se diviser, ça va en donner 2. Les 2 vont se diviser, vont en donner 4, etc. Donc, c'est un petit peu exponentiel. Donc, ces cellules-là prennent plus de place. Donc, c'est pour ça qu'on sent souvent nos ganglions enflés. À quelque part, c'est bon signe. Ça veut dire que les cellules immunitaires se multiplient. À l'opposé, puisqu'on produit plein de cellules immunitaires à chaque jour, cellules B, cellules T, bien, est-ce que ça serait possible que certaines de ces cellules-là aient le potentiel de s'attaquer à nous-mêmes? La réponse, c'est oui. Okay? À chaque jour, notre système immunitaire s'auto-régule et élimine des cellules qui seraient potentiellement autoréactives. Donc, autoréactive, c'est quoi? Imaginons une cellule B qui aurait le potentiel d'attaquer mon pancréas. Ça ne serait pas le fun. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Je pourrais devenir diabétique. Puis c'est en fait ce qui se produit chez les personnes qui font du diabète de type 1. C'est une maladie auto-immune parce qu'il y a eu un manque de, on va dire, de surveillance dans la rate, dans le thymus, donc dans des organes où ces opérations-là se font. Bien, on n'a pas éliminé les cellules potentiellement dangereuses. Elles ont échappé au contrôle. Et à ce moment-là, ben, on se ramasse avec une maladie auto-immune. Je donne un exemple. Okay? Dès notre naissance, notre système immunitaire apprivoise, on va le dire comme ça, toutes les protéines qui font partie de votre corps. Donc, on reconnaît nos propres cellules et à ce moment-là, s'il y a une cellule autoréactive, on va l'éliminer. Mais pour les garçons, il y a un phénomène qui se produit à l'adolescence. À l'adolescence, on commence à produire des cellules qui n'existaient pas du tout dans notre corps avant que notre système immunitaire n'ait pu les rencontrer. Et je parle des spermatozoïdes. Okay? Donc, au niveau des testicules chez les garçons, les spermatozoïdes n'ont jamais été en contact avec le système immunitaire. Donc, jamais notre système immunitaire n'a appris à reconnaître ces protéines-là, ces cellules-là comme faisant partie du soi. Donc, si, par exemple, moi je suis un garçon, si mon système immunitaire reconnaissait les spermatozoïdes, il les attaquerait
comme il attaquerait un virus ou des bactéries et il les détruirait. Pourquoi les gars ne deviennent pas stériles? C'est parce qu'au niveau testiculaire, il y a une barrière. Il y a des cellules qui empêchent les cellules immunitaires d'avoir accès à l'intérieur du testicule pour éviter justement que les cellules immunitaires détruisent les spermatozoïdes et rendent le garçon stérile. D'où le danger. S'il y a un impact au niveau des testicules, lacération, donc je sais pas moi, on fait du vélo de montagne, je tombe ma fourche sur la fourche du vélo, je reçois un coup de pied bien placé ou un coup de bâton en jouant au hockey ou peu importe. Il y a une lacération, mais à ce moment-là, si le sang ou les cellules sanguines ont accès aux testicules, ben, ça se pourrait que mon système immunitaire s'en prenne à mes spermatozoïdes et me rende stérile. Donc, il y a quand même une considération assez importante de ce côté-là. Mais bref, je reviens sur délétion clonale, c'est qu'on veut éliminer les cellules qui sont dangereuses, potentiellement autoréactives contre nous. La mémoire immunologique, super important. On l'illustre ici avec l'activité des anticorps. Imaginons stimulation primaire. Donc, vous vous faites infecter ou vous recevez un vaccin. Donc, c'est votre premier contact avec l'antigène. Regardez ce qui se produit. Donc, on a la quantité d'anticorps produits en échelle logarithmique et le temps. Donc, je suis infecté ici où on me vaccine. Après une semaine, je vais commencer, ou quelques jours, je vais commencer à produire des IgM et par la suite des IgG. Parce que pour produire des IgG, il faut qu'une cellule B ait été activée. Donc, au départ, elle n'est pas active encore et à sa surface, elle a des IgM. Donc, ce sont les premiers anticorps qu'on va voir apparaître dans le sang de la personne. Et par la suite, lorsqu'elle est activée, elle va produire des IgG. On passe un certain temps. Deuxième infection, ou vraie infection après la vaccination. Et là, regardez ce qui se produit. La quantité d'IgG va être produite beaucoup plus rapidement. Donc, ça ne prend pas autant de temps avant que la réponse se fasse. Donc, au lieu d'avoir peut-être une semaine, on a peut-être juste quelques jours. Et regardez l'intensité de la réponse aussi. Donc, c'est là, disons, la preuve de la mémoire immunitaire. Et non seulement la preuve, mais le fait que ce soit intéressant d'avoir cette mémoire immunitaire-là, l'importance de la mémoire immunitaire, parce que lors d'un deuxième, troisième, quatrième contact avec le même antigène, la réponse immunitaire va être plus forte et plus rapide. Super important. Cytokines, juste rapidement, c'est des messagers chimiques. Donc, ce sont les molécules que votre système immunitaire utilise pour communiquer. Sur l'image que vous voyez, je n'avais pas à apprendre tout ça, mais juste pour illustrer qu'une même cytokine, donc dans ce cas-ci, c'est le TNF-alpha ou Tumor Necrosis Factor, mais peu importe. Donc, cette cytokine-là va être produite par certaines cellules, mais en fonction des cellules sur lesquelles elle va agir, la réponse va être différente. Mais ce que je veux qu'on retienne des cytokines, c'est que ce sont des messagers chimiques qui permettent au système immunitaire de communiquer entre eux. Un autre exemple qu'on avait déjà vu, ce sont les interférons, qui sont des cytokines particulièrement importantes dans la réponse contre les virus. Présentation de l'antigène, ça fait appel en fait aux cellules innées et aux cellules de la réponse acquise. Quand je parle de CPA, donc vous le voyez là, sur la diapo à deux endroits, là, ça veut dire cellules présentatrices d'antigène. Les CPA, ou cellules présentatrices d'antigène, ce sont des cellules qui à la base ont des capacités de phagocytose. Donc on va le voir ici sur l'image, je vais attendre que ça recommence. Donc, ce qu'on va voir, dans le fond, c'est un macrophage qui mange une bactérie. Et on voit là, les petits triangles verts sont les antigènes sur la bactérie. Cette cellule-là, le macrophage, va présenter à sa surface des protéines de la bactérie. Et la cellule T CD4 va venir et va reconnaître ça. Et c'est à partir de cette information-là qu'elle va activer la cellule T CD8 et qu'elle va aussi activer le lymphocyte B. Donc, elle est à la base de l'activation de toutes les cellules. Donc, au départ, ça a pris une cellule présentatrice d'antigène qui va présenter des protéines bactériennes ou virales, peu importe ce qui a été phagocyté, par une protéine qui est ici, qu'on appelle le CMH2. Cellule T CD4 va réagir. On va aller voir autre chose ici. Supposons, je reprends l'exemple qu'on vient de voir. Donc, la protéine qui est ici, qu'on appelle le CMH2,
C'est une protéine qu'on retrouve seulement sur les cellules présentatrices d'antigènes. Donc, les cellules qui ont la capacité de faire la phagocytose vont présenter ce qu'elles ont phagocyté. Donc, supposons que... Tiens, je vais prendre un crayon. OK? Ça, c'est la bactérie. Ma main, c'est le macrophage. Mon macrophage arrive, va manger le crayon. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un bout de la bactérie que je viens de manger et je vais le présenter à ma surface par une protéine qui s'appelle le CMH2. OK? Donc, j'ai mon macrophage qui est ici, ma main qui est là, c'est mon macrophage avec le bout de bactérie qui est là, présenté par le CMH2. Va arriver la cellule TCD4 qui, elle, va reconnaître ça. En reconnaissant l'antigène présenté par le CMH2, la cellule TCD4 va s'activer et va réveiller tout le reste du système immunitaire. Donc ça, c'est, j'ai mangé quelque chose, je le présente à la cellule TCD4 sonne l'alarme. Mais qu'est-ce qui arrive si un micro-organisme, là je vais en prendre juste d'une couleur différente, supposons que ça c'est un virus. Okay? Un virus entre lui-même dans la cellule. Ce n'est pas la cellule qui l'a phagocyté. Okay? Donc imaginons que ça c'est la COVID-19. En fait, tiens, je vais prendre mon virus. Imaginons que ça c'est la COVID-19. Okay? COVID-19, il n'est pas phagocyté. Ben, il pourrait l'être, okay? Mais supposons qu'il arrive sur une cellule pulmonaire et il entre dans la cellule pulmonaire. La cellule pulmonaire, pour se défendre, ce qu'elle pourrait faire, c'est prendre un petit bout du virus, de la COVID, et le présenter sur une protéine, non pas le CMH2, mais sur le CMH1. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'image qui est ici. Okay? Donc, si on reprend mon exemple, je vais l'expliquer avec l'image. La cellule qui est, par exemple, infectée par la COVID, donc ça, c'est une cellule pulmonaire, avec la protéine CMH1, elle va présenter un bout du virus. Donc, si je reprends mon exemple de virus, ça va être la petite punaise qui est là. Donc, ça, c'est la protéine qui est présentée par le CMH1. Et ce n'est pas la cellule TCD4 qui va venir, mais bien la cellule TCD8. Et la cellule TCD8, lorsqu'elle va reconnaître l'antigène et le CMH1 qui est ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tuer. D'accord? Donc, dans ce cas-ci, cellule infectée présente un antigène par le CMH1. La cellule TCD8 reconnaît le tout et tue la cellule. Tandis que si le macrophage a volontairement mangé un micro-organisme, en a présenté un antigène donc l'antigène est ici, par le CMH2, cellule TCD4 arrive ici, voit ça et elle sonne l'alarme. Elle ne va pas tuer le macrophage. Okay? Dans ce cas-ci, le macrophage a juste fait son boulot. Okay? Donc ici, cellule TCD8 tue la cellule, ici, tout le monde est content, le macrophage peut aller bouffer autre chose, la cellule TCD4 fait son travail et active le reste du système immunitaire. Donc, ça termine ce chapitre-là. Je sais que j'ai terminé sur une note un petit peu plus difficile là, avec la présentation des antigènes. Beaucoup de vocabulaire encore à apprendre pour ce cours-ci, donc je vous invite à compléter votre document là-dessus. Allez voir, peut-être, je sais que j'ai terminé là, avec la présentation du CMH1 et CMH2. C'est pas facile. Il y a 2 vidéos ici qui pourront vous aider. Et vous avez aussi une petite vidéo synthèse sur la réponse immunitaire face à une infection bactérienne. Donc, j'espère que vous aurez appris plein de choses aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter ou laisser des commentaires sous la vidéo et il me fera plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. Bonne journée!